20h sur DTV, le journal et ses titres. Enterrement de Sidi Lamine Niasse, l'étranger retrouve les siens. Ce matin, la dépouille du défunt a fait un tour à Walfadjri avant d'être acheminé à Léona Niassène où il reposera éternellement. Secteur du numérique et de la cybersécurité, le Sénégal et l'Estonie mutualisent leurs forces. Différents accords ont été signés dans ce sens. Le président Macky Sall reçoit son homologue de l'Estonie. La guerre des investitures se poursuit. Le parti de l'unité et du rassemblement s'est vu fermer les portes de Dakar Arena, contrairement à Benno Bokk Yakaar, une décision diversement appréciée. La fabrication et l'installation des objets de plomb ne leur réservent aucun secret. Les plombiers sont incontournables dans les chantiers. Cependant, il faut allier concentration, justesse et ingéniosité pour exceller dans la plomberie. À voir dans la rubrique métier de ce vendredi. Bonsoir. Sidi Lamine Niasse a été inhumé cet après-midi à Léona Niassène, mais avant cela, sa dépouille a fait un crochet au siège du groupe de presse Walfadjri. Sur place, l'émotion était à son comble. Je vous propose justement d'écouter quelques réactions au micro de notre reporter Omar Danso. Émotion et tristesse au siège du groupe Walfadjri. Fidèles, auditeurs, téléspectateurs et amis proches ont pris d'assaut les lieux pour rendre un vibrant et ultime hommage à Sidi Lamine Niasse. Malgré cette forte émotion, ses employés et collaborateurs témoignent et prient pour le repos de son âme. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Après la dernière frontière de la vie, l'enterrement, il fait parfois l'objet de désaccords, qu'il s'agisse de lieu ou de temps, voire les deux à la fois. Question, qu'en pense l'islam? Il est fortement recommandé d'inhumer la défunte personne le plus rapidement possible, mais les retards ne sont pas exclus en cas exceptionnel. Aïdam Ben Niasse nous en dit plus. Le choix du lieu de l'enterrement peut être parfois source de polémique au sein de certaines familles, voire des tiraillements. Oustaz Ibrahima Thiam confie que dans les enseignements du prophète, dès qu'une personne meurt, elle doit être enterrée le plus rapidement possible. Dès que la personne rend l'âme, la première chose à faire, c'est de procéder aux préparatifs qu'elle a besoin afin de pouvoir passer à l'inhumation le plus tôt possible. Mais l'enterrement peut être toutefois retardé en cas d'exception. L'inhumation peut être retardée si par exemple un de ses parents proches est hors du pays et que la famille souhaite qu'il assiste à l'enterrement. Mais dès que cette personne arrive, le défunt doit être inhumé les minutes qui suivent car sa longue présence sur terre n'est pas souhaitable. La longue présence de la dépouille sur terre n'est pas sans conséquence. Si l'enterrement tarde et que les proches, ses amis sachent que le défunt est toujours parmi eux, la douleur restera intense dans leur cœur, ainsi que le défunt que cette situation n'arrange guère. Pour éviter ce genre de problème, il faut au préalable consulter le testament du défunt. Des affirmations de Oustaz Thiam. Chaque pays a ses réalités et coutumes, particulièrement ici au Sénégal, où la parole de l'aîné est sacrée.
Si toutefois ces genres de problèmes se produisent dans une famille, il est préférable d'aller les consulter ou même recourir au testament du défunt pour qu'au moins ces derniers souhaits soient respectés. Le choix du lieu de l'enterrement suscite des fois des bruits au sein des familles sénégalaises. C'est à l'image de Sidi Lamine Niasse, le défunt est resté 3 jours sans être inhumé. Une pensée pieuse à l'endroit de tous nos disparus, que très légère leur soit la terre. Sur un tout autre registre, je vous l'annonçais en titre, la présidente de la République d'Estonie est au Sénégal. Madame Kal Djoulaïd a été reçue par son homologue sénégalais, le président Macky Sall. C'était au palais présidentiel. Ces deux chefs d'État ont signé des accords dans le domaine du numérique, notamment dans la digitalisation. À cela s'ajoute la question liée à la cybercriminalité, n'est-ce pas, Abdoulaye Ndiaye? Au palais de la République, la présidente de la République d'Estonie, son Excellence Madame Kristi Kaldjouleït, est reçue par son homologue sénégalais, le président Macky Sall, et ce, dans le cadre d'une coopération bilatérale dans le domaine du numérique, notamment dans le secteur de la digitalisation qui fait déjà tache d'huile dans ce pays de l'Europe de l'Est. Mais les affinités et surtout cette forte volonté de coopérer nous rapproche. Je peux vous dire que dans les prochains mois, nous allons donner un contenu à cette volonté de coopération dans le domaine où l'Estonie est quasiment numéro 1 mondial, c'est le domaine du numérique et de la digitalisation. Parce que tout ce développement numérique, ça se trouve dans un environnement public-privé commun, un partenariat. Ce n'est pas seulement un secteur public, pas seulement un secteur privé. Il faut avoir une même plateforme pour un environnement numérique parce que, en fait, c'est la seule chose que tous les citoyens, tous les PME peuvent profiter. L'Estonie est le seul pays au monde qui abrite un centre de cyberdéfense, dira le chef de l'État, ce qui montre toute la pertinence de cette coopération bilatérale. Nous avons aussi parlé des possibilités de coopération dans le secteur de la cybersécurité. Je rappelle que l'Estonie est le pays qui abrite le centre de cyberdéfense de l'OTAN. Et aussi que le Sénégal a ouvert en novembre dernier, en partenariat avec la France, une école nationale de cybersécurité à vocation régionale. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de risques liés au numérique. Chaque citoyen doit avoir la possibilité de garder sa sécurité dans le monde numérique. Mais les États ont les obligations aussi. C'est pour ça que l'Estonie a aussi cherché d'être le membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. D'autres points ont été également évoqués au cours de cette conférence de presse conjointe. Il s'agit entre autres de la question des énergies renouvelables, un domaine dans lequel le Sénégal a déjà fait des efforts. Cette visite de la présidente de la République d'Estonie avec des chefs d'entreprises commerciales ne fait que renforcer les relations bilatérales entre ces deux pays. Parlons à présent du budget du ministère du pétrole et des énergies. Plus de 142 milliards de francs CFA pour l'année 2019. Au menu de cette plénière, la question liée aux ressources pétrolières et gazières, sans oublier la fourniture d'électricité, surtout en milieu rural. Bakary Cissé était à l'Assemblée nationale pour vous. Suivez donc. Au menu de cette séance plénière, la question de fourniture d'électricité a attiré l'attention des différents parlementaires, mais le point d'échoppement reste le fait que l'électrification rurale n'est pas encore effective. Le ministre tutelle Mansour Eliman Khan fait le point. L'énergie, c'était une vraie contrainte, une contrainte majeure, une contrainte sévère à la croissance économique. Aujourd'hui, c'est une contrainte, mais une contrainte maîtrisée. Une contrainte qui, demain, va se transformer en accélérateur de croissance.
Dans un autre volet, les ressources pétrolières et gazières refont surface. À cette occasion, Mansour Eliman Khan, ministre du pétrole et des énergies. On ne va pas avoir le pétrole et le gaz pour en faire le premier pilier de l'économie. Non, le pétrole et le gaz du Sénégal sera un pétrole et le gaz qui va renforcer l'économie existante et qui va le développer pour ouvrir d'autres secteurs. C'est ça la vision du chef de l'État et c'est ça qu'il faut saluer pour que demain, tous les Sénégalais non seulement vont accéder à l'électricité, tous les Sénégalais seront dans des industries plein d'emplois. Notons que le budget de 2019 du ministre du Pétrole a été voté et arrêté à plus de 142 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 25 milliards de francs CFA. Transformation structurelle de l'industrie en Afrique, l'Institut africain de développement économique et de planification pose le débat. Le Sénégal compte ratifier l'accord sur la zone de libre-échange continentale d'ici la fin de l'année. Cependant, beaucoup de défis restent à relever pour que les pays africains en tirent le maximum de profit. Ndeye Fatim Lo. Le Sénégal compte ratifier d'ici la fin de l'année l'accord de la ZLECAf, assurance faite par le ministère du Commerce. Après une campagne de sensibilisation, les entreprises privées sont de plus en plus en phase avec cet accord. Le gouvernement du Sénégal a adopté un conseil des ministres il y a 2 semaines et nous attendons la fin du marathon budgétaire parlementaire pour justement ratifier également. Donc les dispositions sont prises pour que ça soit ratifié avant la fin de l'année. J'ai moi-même conduit des visites. Au niveau des entreprises, ce sont les entreprises elles-mêmes qui nous ont écrit pour dire qu'elles sont prêtes pour engager l'accord, démarrer l'accord instituant la zone de libre-échange continentale. Cependant, il va falloir s'y préparer. Il y a beaucoup de prérequis à la mise en œuvre de cette zone de libre-échange. De nombreux défis doivent être relevés par les pays africains. 11 millions d'Africains chaque année entrent sur le marché du travail. Et nous n'avons que 3 millions d'emplois que nous offrons. Donc nous avons un gap de 8 millions d'emplois à créer chaque année. Un autre défi, une faible présence dans le commerce mondial. Moins de 3% du commerce mondial en 2016. Un secteur industriel qui a été négligé. Pour l'entrée en vigueur de l'accord, il est nécessaire que 22 pays au minimum puissent le ratifier. De mars à novembre 2018, 13 pays l'ont ratifié, une grande avancée. Non, il n'y a pas de réticence, mais vous savez, c'est comme le Sénégal. Comme je le disais tout à l'heure, depuis le début des négociations, le Sénégal a été très engagé. Nous avons participé à toutes les rencontres. Mais il était question quand même de partager au maximum, en tout cas, les informations relatives à la zone de libre-échange continentale avec toutes les parties prenantes avant de procéder à la ratification. L'IDEP, l'Institut africain de développement économique et de planification, a regroupé les acteurs afin de réfléchir sur le rôle de la ZLECAf pour la transformation structurelle et l'industrialisation de l'Afrique. Un apport indéniable sur l'industrialisation, la diversification de nos économies, notre capacité à créer de la valeur ajoutée, notre capacité à créer des emplois de nombreuses études ont été faites, dont celle de l'IDEP, à ce sujet, pour montrer justement quel est le potentiel que peut apporter cette zone de libre-échange. Lancée en mars 2018, la ZLECAf représente une avancée pour l'Afrique. Elle devrait permettre au Sénégal d'élargir son marché africain, mais aussi de multiplier les échanges commerciaux. La politique à présent, le PUR n'investira pas son candidat à Dakar Arena, contrairement à Benno Bokk Yakaar. Y aurait-il 2 poids, 2 mesures? D'aucuns estiment que c'est uniquement politique et que le président Macky Sall veut s'approprier cette infrastructure publique. D'autres, en revanche, affirment que c'est un patrimoine national qu'il faut préserver. Aouba. À l'approche de la présidentielle de 2019, les investitures s'enchaînent de plus en plus. Après celle de Macky Sall, c'est au tour des autres partis politiques comme le PUR privé de Dakar Arena, le lieu où s'est tenue l'investiture du président sortant, une situation que ce vieux déplore fortement et trouve que c'est un patrimoine national. Dakar Arena appartient à tous les Sénégalais. Ça n'appartient pas à Macky, parce que le jour où il va quitter, il va laisser ça ici. Mais le seul problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on politise ça. On doit donner à tout le monde. Comme ça, on verra quelle est la force de chacun, la force de mobilisation de chacun.
D'autres abondent dans le même sens et avancent que tous les partis politiques doivent avoir accès à cette infrastructure. Je trouve que c'est vraiment inacceptable parce que ce sont des infrastructures pour tous les Sénégalais et les Sénégalaises. Donc chacun doit pouvoir l'utiliser à sa guise du moment qu'il respecte l'autorité ou bien le pouvoir public, voilà, sans causer de dégâts ou bien de tort à qui que ce soit. Voilà, je pense que c'est vraiment unique comme décision et puis c'est inacceptable. Certains affirment que c'est purement politique et évoquent le problème de dégâts à Dakar Arena. C'est purement politique. Sûrement Macky Sall veut éviter les dégâts parce que lors de son investiture, il y avait beaucoup de retard. Les candidats souhaitent chacun à son tour faire son investiture, mais l'accès à Dakar Arena n'est pas une chose facile. Toutefois, ces Sénégalais rappellent au président Macky Sall que ce lieu est un bien public. Toute autre chose dans cette édition, insécurité à l'UCAD dans le campus social et pédagogique. L'inquiétude est vive chez les étudiants. Ils engagent la lutte contre les agressions et enlèvements. Ils sollicitent à cet effet l'implication de toutes les autorités universitaires. Safiatou Koli a fait un tour à l'UCAD. Assisté à un séminaire à l'amphi 2 de la faculté de lettres et sciences humaines, il est ébahi d'entendre qu'une fille a été enlevée à l'université, le temple du savoir. C'est déplorable parce que c'est hier que je me suis rendu compte qu'il y avait cette histoire au sein du campus. Parce que vraiment les filles actuelles, surtout les filles de la faculté de médecine, sont emplies de devoirs et ils sont obligés d'aller réviser. Et par contre, si la sécurité n'est pas gérée par le code, vraiment ça risque d'être difficile tout au long de l'année. Devant le nouveau bâtiment de la faculté de lettres, même son de cloche en licence 3 au département de philosophie, Abdul Aziz Sen qualifie les séries d'agressions et d'enlèvements comme des actes barbares et accuse les autorités. Si l'étudiant quitte sa demeure familiale pour venir à l'université, l'université doit être un cadre d'épanouissement pour lui. Son avenir doit être géré ici. C'est anormal, c'est un acte barbare, inhumain. La faute, c'est l'État, plus précisément le directeur du COUD. Rahi Mougano trouve inadmissible que l'université se transforme en un lieu pas du tout sûr. Un univers réservé à l'apprentissage, si vraiment cet univers est transformé en une violence, vraiment ça, je l'ai condamné. C'est un acte que j'ai condamné jusqu'à la plus grande hauteur. Yaya Diouf élève le ton pour interpeller ses camarades. Pour lui, le combat est celui des étudiants. À tous les étudiants, vraiment de dénoncer ce genre de situation et pourquoi pas de porter le combat au sein de l'espace universitaire et pour que les autorités compétentes nous entendent. Selon ces derniers, il faut réagir pendant qu'il est encore temps. C'est la première fois que j'entends un enlèvement d'un étudiant. Vraiment, c'est déplorable. Et nous lançons un appel solennel aux autorités étatiques pour qu'ils réagissent avant d'autres actes plus barbares se produisent. C'est même des appels au niveau des autorités compétentes de cette université, mais également au gouvernement, de prendre des mesures, des engagements pour mettre fin à vraiment ce fléau. Dans le campus universitaire, la peur se fait sentir à tous les niveaux. Beaucoup d'étudiants ne dorment plus sur leur laurier et interpellent les autorités. Les organisations de la société civile pour la lutte contre les violences faites aux femmes mutualisent leurs actions. C'est pour ensemble éradiquer ces types de violences basées sur le genre. Il s'agit d'une synergie d'intervention, d'alerte et de plaidoyer. Chantal Badji nous en explique les contours. C'est le cri de guerre de l'ensemble des organisations pour l'élimination des violences basées sur le genre. Malgré un arsenal juridique important, des dispositions et mesures prises par l'État et les actions menées par la société civile à travers la sensibilisation, les femmes et les filles continuent à être victimes de violences. Force est cependant de constater que l'élimination des VBG requiert une synergie d'action. En considérant tous les enjeux de développement économique et social, de bonne gouvernance, de paix et de sécurité, la mise sur pied de la coalition dénommée Synergie des organisations de la société civile arrive à point nommé. La société civile a toujours œuvré aux côtés de l'État en entreprenant
de nombreuses actions qui œuvrent pour le bien-être et le progrès social. Selon la coordonnatrice nationale, les violences faites aux femmes et aux filles ont plus que doublé ces 5 dernières années. Les violences sexuelles constituent 58% des cas. Les violences basées sur le genre se heurtent à cette difficulté majeure de données qui sont éparses, des fois même non valides et qui freinent beaucoup la conduite ou l'orientation d'actions pertinentes. Ce que la synergie propose, c'est d'être un parasol, une coordination pour la conduite de ces actions. La synergie des organisations de la société civile pour l'élimination des violences basées sur le genre, une nouvelle plateforme qui regroupe 50 organisations de la société civile d'horizons divers. Elle vise à renforcer la dynamique autour de la lutte contre la violence et à mener des actions d'envergure, de prévention, de plaidoyer et de communication sur ces questions. Autre sujet qui concerne les femmes, le ministre de la Pêche apporte son soutien aux femmes transformatrices mareyeuses. Elles ont reçu des matériels d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Objectif, améliorer et moderniser leurs conditions de travail. La pêche participe, je vous le rappelle, au PIB à hauteur de 3,2%. Penda Badji. C'est dans cette ambiance très rythmée que le ministre de la Pêche a remis des matériels importants aux femmes transformatrices, mareyeuses, micro-mareyeurs, afin de leur garantir de meilleures conditions de travail. Toutefois, le bilan réalisé par le gouvernement du Sénégal dans la modernisation de la pêche a été présenté. Le matériel que vous avons distribué aujourd'hui au nom du président Macky Sall constitue 4422 articles entre 42 sites dans 6 régions pour les pêcheurs, mareyeurs, transformatrices, plongeuses. Il s'agit de 166 packs de saumure de 500 litres, de 2055 packs d'une capacité de 15 à 75 kg, de 272 casques de sécurité, 259 tabliers, 317 paires de gants, 150 raclettes. La subvention de l'essence Pirogue, 497 francs au lieu de 595. Et chaque année, nous supportons 8 milliards de francs CFA. Celles-ci, très contentes d'avoir reçu ces lots, ont réitéré leur soutien et leur engagement au ministre de la Pêche par la voix de Fatou Sarr. C'est une grande première pour nous les femmes mareyeuses. Monsieur le ministre, nous vous remercions du fond du cœur, car vous nous avez remis des équipements, des financements. On ne peut que prier pour vous. Nous remercions aussi le président de la République, car depuis qu'il est là, il ne fait que s'intéresser aux besoins des femmes. Ainsi, le ministre annonce l'inauguration d'autres quais de pêche très prochainement. Et de 4 pour les titres, je vous le disais, très sollicités dans les chantiers. Les plombiers respectent scrupuleusement les règles de leur métier. Les pompes, tuyaux, robinets, entre autres, ne leur réservent aucun secret, même s'ils sont exposés à beaucoup de risques. Ces spécialistes gagnent bien leur vie. C'est l'objet de la rubrique métier de ce vendredi, signé Adjar Ndiaye. Il est spécialiste des tuyaux, tubes, vannes, robinets, entre autres. Très habile dans l'installation pour alimenter le bâtiment avec l'eau du robinet, ce plombier respecte les différentes étapes de son travail. Nous prenons d'abord les mesures, faire le débit et avoir aussi la qualité du matériel parce que les tuyaux sont différents. Il y a ceux qui viennent de Dubaï, mais nous préférons le CCS. Nous testons l'eau pour savoir s'il n'y aura pas de fuite avant de faire l'installation. L'attention et le suivi du travail sont primordiaux pour éviter les problèmes de fuite. Il faut faire très attention pour ne pas détruire le matériel. Travailler avec tact pour ne pas avoir de problème d'eau après.
C'est comme l'électricité. S'il y a un problème, cela peut toucher tout le bâtiment. Un métier très risqué et les problèmes ne manquent pas. C'est Dieu qui nous protège, mais les risques sont toujours là. Il y a des clients qui achètent de bons matériels, mais ils ne payent pas ce qu'il faut. Mais ceux qui connaissent notre travail n'ont jamais de problème après. Toutefois, ces professionnels gagnent bien leur vie. Franchement, ça paye bien. Nous vendons grâce à Dieu parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des clients qui connaissent notre valeur. Nous gagnons suffisamment dans ce métier parce qu'il y a des clients qui n'hésitent pas à payer ce qu'il faut. Seydou et Daouda exhortent ainsi les jeunes apprentis à accepter les aléas du métier pour devenir des professionnels. Si vous n'avez pas la chance d'être à l'école, il faut apprendre un métier. C'est mieux que de traîner dans les rues parce que rien ne vaut d'avoir l'argent qu'on a travaillé si dur. Ce métier demande beaucoup de courage et de patience parce que si vous faites face aux difficultés, vous ne pourrez pas y exceller. Toilettes, pompes, réservoirs, entre autres, sont les œuvres d'un plombier. Très sollicités dans les grands chantiers, les plombiers sont très organisés et indiquent que leur travail n'est pas donné à tout le monde. Machallah, Lafcat Bariaï, Bëgg Serigne Touba, autant d'expressions placardées parfois sur les parois intérieures de nombreux véhicules et moyens de transport de masse. Les explications sont multiples, marques d'attachement, de gratitude et d'appartenance. Seulement, ces pratiques ne font pas l'unanimité. Abdurrahmani nous dit pourquoi. De Bariaï à Bëgg Serigne Touba, en passant par Machallah et même quelques photos de chefs religieux, on y voit de toutes les façons sur les taxis, cars, bus, Tata, particulièrement ici au garage La Diop, un phénomène que cet homme tente de nous expliquer. Moi, je me dis que c'est un choix et celui qui entre dans le bus, il achète son billet et c'est tout ce qu'il a en sa possession. Donc, il n'a qu'à respecter le choix du transporteur qui a voulu inscrire le nom, par exemple, de chef religieux sur son véhicule. Un choix qui, selon ce régulateur de bus Tata, bien à l'aise sur sa chaise, doit être bien passé au crible. Le bus normalement, il doit être simple. J'ai même un patron, lui, il n'aime pas ça du tout. Donc, vaut mieux le laisser. Tout simplement, c'est plus beau. Mais si chacun veut faire son affiche de son, peut-être, de ce qu'il croit, ça devient du n'importe quoi. Donc, peut-être aussi, bon, pour eux, les conducteurs, c'est leur protection, je ne sais pas. Bon, je ne veux pas trop... Hein? À un jet de pierre du garage, ce taximan défend l'idée selon laquelle il n'y a aucun mal à rendre hommage à un homme religieux ou pas en inscrivant son nom ou effigie sur les transports en commun. Pour moi, il n'y a pas de mal à ça. Il y en a qui